Biliana, d'avoir, accepté mon invitation et c'est un grand honneur vu ton palmarès. Mmh. On va parler un petit peu, hein. Mais déjà, je vais commencer par la première question qu'on se pose tous, tous les jours. Mmh. Comment tu vas aujourd'hui? Déjà, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis, vraiment ravie à chaque fois de partager ma passion. Ça me met dans un état d'excitation donc, à chaque fois quand il faut parler du cerveau, de la Ouais, compréhension de l'être humain et là, la thématique d'aujourd'hui, c'est, le changement. c'est ça. Je suis dans cet état d'excitation et j'ai hâte de faire cet échange et de, voilà, de partager, ce que moi j'ai pu comprendre sur le cerveau, ce que j'applique au quotidien et ce que je transmets également dans mes conférences et dans mes Ah, formations. bah, justement, tu parles de conférences, tes formations. Alors, je vais essayer de te présenter, Mmh mh. pour que les gens qui nous écoutent puissent te connaître. Alors, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hein, tu as un palmarès tellement riche que je vais essayer de résumer un petit peu ton parcours. Tu me diras si j'ai bon ou pas, hein, donc ça sera j'ai un Je peu te la laisse pression. te débrouiller. Ça marche alors. Donc Biliana, donc tu es docteur en sciences, coach Mmh mh. professionnel et conférencière. Exact. Tu as travaillé en tant que chercheuse pour le CEA, Mmh mh. l'INSERM et l'Institut Pasteur. Mmh mh. Tu es également, auteur de publications scientifiques dans des journaux internationaux Mmh mh. autour de l'immunologie. Exact. Ensuite, tu t'es intéressé au fonctionnement du cerveau, Mmh mh. heu, sur son potentiel et cetera et donc depuis cet intérêt, tu es coach, formatrice pour que les gens puissent explorer au mieux, le fonctionnement de leur cerveau. Alors, Mmh mh. est-ce Mmh que mh. j'ai bon? C'est parfait. Bravo Bertrand, c'était une très, très belle D'accord. présentation. La seule nuance que je peux rajouter, Ouais, vas-y. c'est pas juste un intérêt pour le cerveau, c'est au début, c'était une passion et je pense des fois ça tourne en obsession parce que j'ai vraiment, vraiment envie de comprendre comment ça marche à l'intérieur de nos têtes. Moi-même, dans mon historique, j'ai souffert un petit peu du fonctionnement de ma propre tête pendant une trentaine d'années et donc depuis que je me suis passionnée par la compréhension de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, où sont les pièges de nos têtes et comment les dépasser, donc là, c'est devenu une vraie obsession et je participe dans des études cliniques pour que je ne sois pas seulement celle qui lit des articles qui sont publiés dans les journaux neuroscientifiques. J'échange aussi avec des neuroscientifiques, je fais des interviews avec eux, mais je suis constamment impliquée dans des études cliniques où moi-même, je vais exposer mon cerveau à des protocoles scientifiques qui le placent dans ses limites et que du coup, je vais devoir me débrouiller pour dépasser les limites. D'accord. Donc, tu te sacrifies toi-même, pour, découvrir le fonctionnement du cerveau. Sacrifier, quel mot! Ah bah, c'est très bien, ouais. Bah, j'en ai vu quelques-unes, hein, de tes vidéos effectivement où tu t'exposes toi-même, hein, c'est hyper riche. Bah, j'invite les gens qui nous écoutent à aller voir, hein, c'est vraiment intéressant. Bah, merci déjà pour ce complément. Donc aujourd'hui effectivement, on est là pour parler de changement et surtout de résistance au changement. Alors pourquoi? Alors déjà, je t'ai convié parce que ça fait le lien avec, mes activités, hein. Moi je suis effectivement, je travaille dans l'industrie depuis, une quinzaine d'années et actuellement, je suis, praticien, ce qu'on appelle du lean management, hein, donc j'aide les entreprises heu, à s'organiser un peu mieux, à, travailler différemment pour qu'ils puissent améliorer leurs performances, opérationnelles. Mmh mh. Face à ça, il y a des acteurs, donc des salariés, des collaborateurs et évidemment, on se confronte à de la résistance au changement. Donc, en ce sens, le lien que je fais, c'est avec, tes compétences, et tes expériences, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, Mmh. qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand quelqu'un réagit de telle manière? Là, j'ai une première question à te poser, toi qui es Mmh. spécialiste du cerveau, comment est-ce que tu pourrais définir la résistance au changement avec ta vision de neuroscientifique? Alors, quand on parle de résistance au changement, il faut connaître quelques paramètres de notre cerveau. Alors, D'accord, tout d'abord, c'est quelques chiffres. Je vais vous donner quelques chiffres là actuellement vas-y. pour qu'on puisse se rendre compte de la problématique que notre cerveau a à gérer au quotidien et pourquoi il va se mettre à résister au changement. Donc le cerveau, c'est pas un organe qui est très grand, hein. Quand on le voit, ça prend juste la taille de la tête. En termes de chiffres, ça fait que, 2 du poids de tout le corps. Par Mmh. contre, en termes de consommation d'énergie, ça consomme pas 2. Ça consomme bien au-delà de ça. Le cerveau, il consomme 20 de notre énergie totale du corps. 20, ça fait beaucoup. C'est Oui, un d'accord. cinquième de l'énergie qui rentre dans le corps.
Un cinquième pour un organe qui fait un cinquantième de notre taille. Donc, c'est Ouais, juste c'est pour que vous ouais, vous rendez c'est compte à quel point c'est l'organe qui tire le plus d'énergie. On peut aussi parler de 60% du sucre sanguin, donc quand on mange quelque chose de sucré qui passe dans le sang, 60% de ce sucre va partir vers le cerveau, ah, plus que la moitié. j'espère que tu vas pas inciter les gens à manger du sucre et des bonbons, tout le temps. Alors, c'est mon excuse à moi, quand je mange du chocolat, je me dis: «Je vais utiliser mes ressources cognitives après pour D'accord. compenser». Ça doit être une bonne excuse. Mais effectivement, on arrive à la conclusion que le cerveau, c'est l'organe le plus énergivore de tout le corps. C'est le VIP de l'organisme. C'est quand on met quelque chose quand on met de l'énergie dans le corps, ça part vers le D'accord. cerveau. D'où le fait que le cerveau, il va se mettre à chercher des stratégies pour économiser de l'énergie, parce que c'est très important qu'on ne tombe pas dans un Mmh. déficit de l'énergie. Et donc, les stratégies pour économiser de l'énergie, c'est quoi? C'est routine et des habitudes. Et notre cerveau, il adore être là-dedans. Parce que les routines et les habitudes, ça diminue la consommation d'énergie, ça demande très peu d'énergie, donc on répète des choses qu'on connaît très bien. Et là, c'est facile. Et là, ça demande peu d'énergie. Et toute chose nouvelle qui vient à notre cerveau, qui doit être gérée par notre cerveau, elle demande beaucoup d'énergie, donc elle est contraignante et donc on résiste au changement. D'accord. Oh, c'est intéressant ça, et justement tu parles de ça et comment est-ce que ça peut se déclencher, au niveau du cerveau? Tu dis effectivement que c'est, l'humain va mécaniquement, résister au changement, pour économiser le moins. Mmh. Heu, mais, j'ai alors peut il y a peut-être deux questions en une, hein. C'est, comment le cerveau, comment ça se déclenche au niveau du cerveau? Et est-ce qu'il est toujours le même, chez l'ensemble des humains? Si je sais pas si je puis dire comme ça? Alors, on peut parler déjà, c'est des questions très, très intéressantes, je te remercie. Parce que plus on comprend comment ça se passe à l'intérieur de nous, plus on va pouvoir le maîtriser. On est bien sûr dans cette démarche pragmatique, on a envie de savoir comment gérer ça. Que ça soit au niveau de nos équipes ou que ça soit au niveau de mon quotidien, si moi-même je veux apporter un changement dans mon quotidien, ça serait le même principe. D'accord. Alors, comment ça se déclenche? Donc, la première question, c'était comment ça se déclenche, c'est ça, hein? Oui. Alors, comment ça se déclenche? Donc, il faut savoir que on s'est un petit peu trompé sur la compréhension de l'être humain. À l'époque Descartes, il nous disait: «Je pense donc je suis». Alors, OK, je pense donc je suis, mais aujourd'hui, Mmh. on sait que du point de vue biologique, on n'est pas des êtres de, raison, on n'est pas des êtres, rationnels, on est avant tout des êtres d'émotion. Je vais t'expliquer D'accord. Ah, c'est pourquoi je dis intéressant ça. ça. On est des êtres d'émotion, pourquoi? Alors, quand on s'approprie notre réalité extérieure, le quotidien, l'information qui rentre à travers nos 5 sens, elle va venir taper à un endroit particulier dans le cerveau. Et cet endroit s'appelle le système limbique. Le système limbique, c'est le premier endroit où l'information est reçue. Et le système limbique, c'est celui qui va décider ce qui va se passer avec cette information par la suite. Et notamment l'amygdale qui fait partie de ce système limbique, qui est responsable de la gestion de l'émotion, va être la première à devoir réagir face à l'information. Donc, premier cas de figure, l'information qui rentre par mes 5 sens, c'est une information que je connais déjà. Tout va bien. OK. Je reçois cette information, elle va dans mon amygdale et l'amygdale reste tranquille parce qu'elle connaît. Et dans ce cas de figure, l'information va passer vers le néocortex. Et le néocortex étant la région dans laquelle on est rationnel et raisonnable. D'accord. Donc ça, c'est un cas de figure où je connais la situation. J'ai déjà vécu, il n'y a pas de souci. Par contre, dès qu'il y a de l'inconnu, dès qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vécu jusqu'ici, quelque chose de nouveau qui rentre par mes Mmh. 5 sens, ça vient au niveau de l'amygdale, ça tape au niveau de l'amygdale et l'amygdale, elle dit: «Ah, ça je connais pas» et donc elle s'active. Quand l'amygdale s'active, donc ça va produire une émotion, donc ça peut être le stress, ça peut être la Ouais. colère, ça peut être n'importe quelle, émotion et à partir du moment où l'amygdale produit cette émotion, l'information ne passe pas au niveau, néocortex et donc on reste en mode émotionnel. Et un mode émotionnel, on est très limité en termes de stratégie. On n'est pas du tout stratégique. Un mode émotionnel, nous tous, on n'a Ouais, que trois réactions possibles. Tu les connais peut-être déjà. Soit je fuis la situation, soit je combats la situation, ou soit je fige, je oui. paralyse, je suis en paralysie. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, c'est ce qui se passe. C'est un état
voilà, de manque d'intelligence ou de débilité, je l'appelle des fois un état de débilité extrême dans lequel on ne Oui. réfléchit pas et Mmh voilà, on est juste là figé par l'émotion. mh. D'où le fait que ce qui déclenche, donc pour revenir à ta question, qu'est-ce qui déclenche la, la résistance au changement? C'est cette partie émotionnelle à l'intérieur de nous qui va s'activer dès qu'il y a de l'inconnu. Mais même pour les petites choses hein, du quotidien, notre amygdale s'active Ouais. hein, et voilà, il y a Ouais, c'est besoin de prendre soin d'elle, en quelque sorte, pour pouvoir continuer et traverser le changement par la suite. ouais, je vois très bien au quotidien, hein, un train, enfin, ou un bus qui arrive en retard, du coup, l'horaire a changé, du coup, on est complètement, déboussolé, c'est infime comme événement, mais effectivement, je me vois parfois comme ça, avec ce type de réaction. C'est hyper intéressant. Mais justement, il y a, après avoir compris un petit peu, en tout cas, avoir eu tes explications sur la partie émotionnelle, si on revient sur une partie plus concrète, heu, en tant que manager, moi en tant que chef de projet ou un responsable de service, heu, comment est-ce qu'on doit réagir, face à quelqu'un qui «s'oppose» entre guillemets, hein, ou qui met en action, ces mécanismes de résistance? Voilà, c'est une question très concrète. Je ne sais pas s'il y a une recette miracle, mais ça serait intéressant d'avoir un peu ton avis, voilà. Dans le monde de l'entreprise, un manager, enfin quiconque, est face à quelqu'un qui montre soit de la confrontation, soit de la peur, soit reste figé, Mhm. comment est-ce qu'il peut ou doit réagir? Ah, là, justement, on revient sur le mécanisme qui repose derrière. On vient de voir que le mécanisme est c'est une partie émotionnelle de nous qui s'active. Et tant qu'on ne s'est pas occupé de cette partie émotionnelle, on ne peut pas, même la personne, elle n'est pas disponible pour discuter avec nous, pour Ouais, bien être sûr. plus dans cette vision stratégique dans laquelle on peut réfléchir ensemble et mettre en place la bonne manière de faire. Donc, la toute première des choses qu'un manager doit faire, c'est de rassurer cette partie émotionnelle chez l'autre, de prendre soin de bien expliquer, de bien introduire les choses pour que toute cette partie puisse se calmer. Alors, comment on fait ça? Tout d'abord, ça passerait par l'écoute. Ça passerait par le fait de Mmh. laisser parler l'autre pour qu'il puisse sortir tout ce qui vient en termes de peur, en termes d'objection. Tout ce qui vient à lui et ce qui crée cette inquiétude et cette émotion. Ensuite, s plus il y a de la clarté dans le changement qui va avoir lieu, plus on sera rassuré. Parce que quand on sait, même si ce sont des choses difficiles à traverser, si on sait étape par étape ce qui va se passer, à quel moment, qui va prendre responsabilité de telle et telle chose, le cerveau va se calmer. C'est la clarté qui amène beaucoup de calme au niveau émotionnel. Même si on doit faire des grands challenges, si je sais étape par étape ce que je vais traverser, D'accord. c'est bon. Même si c'est bien des fois de parler de la pire, étape du changement, c'est l'étape qui peut créer le plus de challenge, même de la nommer. Le fait de mettre dans des mots, de dire: «Bon, il y a ça, cette étape, elle sera peut-être plus inconfortable que les autres, parce qu'il y a ça et ça et ça et face à ça, on a prévu telle et telle stratégie de réaction». Tout ça, ce sont des comportements et c'est une communication qui rassure les gens. Donc c'est vraiment première étape, c'est je prends soin de ce qui vient d'inquiéter la personne. Je la laisse le mieux, c'est de laisser parler la personne pour que D'accord. je sache ce qui vient, elle, la chercher parce que des fois, mes inquiétudes à moi ne sont pas les inquiétudes de l'autre. Donc c'est important que je travaille avec les inquiétudes de l'autre et que je dise à la personne, face à ces inquiétudes, quelle stratégie on mettra en place, et quelles sont les étapes clairement qu'on va traverser ensemble. D'accord. Et et Oui, puis, vas-y. il y a une autre chose qui est intéressante à savoir aussi pour, c'est toujours dans cette vision de rassurer le cerveau émotionnel. Il y a des études qui ont été faites sur c'est un outil tout simple, mais, on se rend même pas compte. Des fois, on l'utilise de manière inconsciente, mais des fois, on l'oublie. Il y a une étude dans laquelle, ils ont fait une expérience avec des gens qui faisaient la queue devant une photocopieuse Mmh. et le participant de l'étude devait doubler les gens et donc ils ont testé différents scénarios. Je double les gens sans rien dire. Je double les gens en disant, «Parce que je suis, pressé, je laissez-moi est-ce que vous pouvez me laisser faire quelques copies, avant vous parce que je suis pressé?» Donc on donne une raison qui tient la route. Ouais. Et puis troisième scénario, je dis, heu, «Est-ce que vous pouvez me laisser passer faire des photocopies parce que je dois faire des photocopies?» Donc une raison qui n'a pas vraiment de valeur, Oui. rationnelle. Et ils se rendent compte que le mot «parce que», le fait de donner une explication à son comportement, ça fait que
même dans le troisième scénario, même là, quand la raison, elle n'a pas vraiment de valeur, les gens, ils laissent la personne faire ses photocopies et ils restent calmes. Donc, c'est vraiment pour cette partie de comment baisser la partie émotionnelle, c'est en utilisant le mot parce que je dise une raison qui est vraiment la vraie raison, parce que je la connais clairement quand on a un changement. Donc, il peut y avoir la vraie raison qui est clairement dite, qui aide beaucoup. Mais comme ça peut être juste en utilisant parce que et de dire une raison pour laquelle le changement va se produire. Donc, c'est quelque chose qui amène aussi le cerveau à faire ah, ok. Donc, la personne, elle sait ce qu'elle fait. On est rassuré, on sait que ça va bien se passer. OK, Donc, donc là, tu confirmes ce qu'on dit en entreprise en général, c'est donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut apporter comme changement et ça, tu le fais, alors, pareil, j'ai une question très pratico-pratique, hein, il y a je m'imagine, hein, au moment où je suis face à quelqu'un qui, heu, qui réagit d'une manière agressive parce qu'il n'a pas envie d'eux. voilà. Hem, Toi, tu as tes conseils, est-ce que c'est sur le moment où tu vas essayer de raisonner, ou tu y reviens plusieurs fois, tu laisses parler une fois, tu reviens le lendemain et ainsi de suite? Pareil, c'est peut-être une question, naïve, néanmoins, ça peut susciter un petit peu l'intérêt des gens qui écoutent. C'est voilà, on est tous confrontés, hein, sur le moment, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est une Tu dis question très, effectivement, très on doit écouter. pertinente, encore une fois, oui. Mmh, Très pertinente la question parce que c'est une situation de tous les jours qu'effectivement les entreprises vivent, ou le manager il va vivre. Donc, dans ces situations-là où la personne elle est déjà en mode émotionnel, le temps c'est un facteur qui est très important parce que du point de vue biologique, il faut savoir qu'une émotion, elle dure que 90 secondes, biologiquement parlant. ah, c'est intéressant à voir ça. Je sais que ça peut être choquant pour certains qui entendent ça parce qu'on se dit: Oui, «Mais moi, mes émotions, ça dure pas 90 secondes». et moi le premier, hein. Et du point de vue biologique, du point de vue de la biochimie, une émotion dure 90 secondes. Si la personne s'y attache pas à ce qui s'est produit et si la personne ne fait pas revenir l'image mentale qui va redéclencher l'émotion encore et encore. Donc, du point de vue biologique, c'est important de laisser l'émotion passer. Alors, la plupart des gens ne savent pas gérer leurs émotions, donc ça va durer un peu plus de temps. D'accord. Alors, soit on se met dans la figure de celui qui va s'occuper de l'émotion. Donc, on peut être le manager qui dit: «Je je te sens stressé» ou «J'ai l'impression que tu es dans le stress» ou «J'ai l'impression que tu es dans la colère» et on met un mot sur l'émotion qu'on voit chez l'autre. Déjà, rien que ça, on est déjà en train de rassurer, l'autre qu'on est en train de comprendre ce qu'il vit. Donc, soit je me positionne comme ça, je me sens suffisamment, prête à affronter l'état émotionnel et accompagner l'état émotionnel de l'autre en disant: «OK, je vois que tu te sens ainsi, je mets un mot sur ça et ensuite, je me mets à écouter la personne. Donc je vais lui dire: «OK, dis-moi ce qui te met dans cet état-là. À quoi tu penses pour que cet état se déclenche à l'intérieur de toi?» Donc ça, c'est vraiment des questions très pertinentes qui, à la fois, nous permettent de ne pas être contaminés par, l'émotion de l'autre parce que le contagion émotionnel, on connaît, c'est quelque chose qui passe très rapidement. Il suffit que l'autre, il a un stress, je passe un petit peu de temps avec lui. Si je ne sais pas me positionner, je vais être aussi embarquée dans son stress et on finira mal l'échange. Donc si je vois que l'autre a un stress, première chose, je lui dis: «OK, j'ai l'impression que tu vis un état de stress. Dis-moi qu'est-ce qui provoque ça?» Et en disant ça, je vais laisser l'autre dire toutes les objections, toutes les inquiétudes qui le mettent dans cet état de stress. La seule chose que je fais, j'accueille, j'entends, OK et c'est de Mmh. l'écoute active. Là, il y a pas besoin de réagir, j'écoute de manière active. D'accord, OK. Est-ce que j'ai bien entendu? C'est la première chose que tu m'as dit, c'est ça? Et on valide par l'autre si c'est bien ça. Le fait de reformuler, d'écouter activement et de reformuler ce que l'autre vient de nous dire, ça va lui permettre de se sentir entendu, ça va lui permettre de se sentir compris et ça va calmer son émotion. La plupart du temps, moi, je conseille dans ce premier échange avec la personne stressée par le changement, de juste accueillir l'information, juste dire: «OK, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris?» Je valide en répétant, je note et je finis la conversation en disant: «OK, j'ai pris note, je vais réfléchir sur tout ce que tu m'as dit, je reviendrai vers toi, prochainement». Il n'y a pas besoin ni de décision, ni de réagir tout de suite aux objections de l'autre, juste les accueillir, ça aide l'autre déjà à se sentir mieux. Et à partir de là, je décide à quel moment revenir vers la personne. Si je trouve des stratégies qui répondent à ces objections, qui vont le rassurer pour dire si la première inquiétude qui te passe par la tête se produise, on va faire ceci, cela. Et donc, beaucoup de clarté. Donc, je prends objection par objection. Je cherche des stratégies qui correspondent aux objections de la personne D'accord, ouais.
Et avec beaucoup de clarté, je reviens vers la personne plus tard en disant: «OK, j'ai bien compris que ce qui t'inquiétait, c'était ça, ça et ça. Maintenant, si point numéro un se produit, je te rassure, on va faire ceci, cela pour, éviter des conséquences trop négatives de ça». Et je prépare avec clarté le plan, d'action par la suite, voire je vais encore plus loin que la personne, je prépare le pire scénario. Peut-être que la personne, elle n'y a pas Mmh. pensé, mais je dis: «OK, et encore si on va encore plus loin dans ton idée, au pire, ce qui peut se produire, c'est ça, et au pire, on va réagir de telle manière». Donc tout ça, c'est beaucoup de communication, d'écoute, de compréhension, et beaucoup de communication de clarté, qui, combinées ensemble, ça permet à la personne de se dire: «Je suis entendue, je suis écoutée», et je vois que la personne, elle sait ce qu'elle fait parce qu'elle a des pistes d'action au cas où ça se produit. Je vois comment ça se produit. Tout ça, si on l'a, notre cerveau, il est en mode: «Je suis tranquille, il y a pas de souci. OK, on a quelque chose à vivre, mais ça va bien se passer». C'est hyper intéressant parce que, voilà, encore une fois, je ramène ça dans le cadre de l'entreprise, ou dans mon univers, hein, c'est beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens, c'est des gens très rationnels. Mmh mh. Ce que tu dis là, enfin, tu es en train de lancer une tempête dans ce monde de gens très, très rationnels, très analytiques, hein, Mmh. où, ouais, ils raisonnent beaucoup par logique. Là, tu dis, et c'est hyper intéressant, et je te rejoins complètement sur l'aspect émotionnel et humain. Oui, il faut développer, il faut, alors c'est peut-être pas le bon verbe, mais en tout cas, la dimension soft skills est la dimension principal pour, accompagner, pour comprendre et accompagner, cette résistance au changement. C'est Mmh. hyper intéressant là, tu es en train de mettre une tempête dans cet univers. Je pense que je vais pas me faire des amis, mais c'est pas grave, je pense qu'on va assumer, cette dimension, mais c'est très intéressant sur cette dimension des soft skills à développer. Et justement, on parlait d'individus, donc, on est une multitude de gens dans ce monde. Est-ce qu'on est tous égaux? Est-ce que nous réagissons tous pareil, à un stimuli de changement? Non, non, non. Alors, quand on parle de changement, c'est des situations d'incertitude, et tout ce qui est Mmh, incertitude, ça crée du stress pour le cerveau, et face au stress, on n'est pas tous pareils. Face au stress, il y a des gens qui pensent que le stress, c'est une mauvaise chose à vivre, et donc ils vont avoir toute une physiologie négative quand ils vont vivre des périodes de stress. Face au stress, il y a d'autres personnes qui pensent que le stress, c'est des périodes, stimulantes parce que c'est quelque chose qu'on n'a oui. jamais vécu, et donc ce sont des gens qui ont du goût pour l'aventure. Alors on n'a pas tous les mêmes goûts. Il y a des gens qui sont très, très habitués et ils aiment bien le côté confort, sécurité, contrôle. Donc ce sont des personnes qui ont développé une personnalité comme ça. On n'est jamais que ça, mais il y a des gens qui sont habitués à ça, et pour cette partie des gens, le stress, c'est quelque chose de très, très, bouleversant, qu'ils cherchent à éviter à tout prix, et en fait, c'est dans cette résistance au stress, dans cette, résistance à vivre une période, d'insécurité, qui fait qu'ils vont développer une physiologie qui sera même nocive pour leur santé. Quand on parle de stress, à l'époque, on avait tendance à dire, que le stress augmente le pourcentage de maladies Oui, cardiovasculaires et la probabilité de décès, par conséquent. Et effectivement, ça concerne ce premier groupe de gens qui voient le stress comme quelque chose de nocif, qui cherchent à tout prix à l'éviter, qui cherchent à se protéger du stress, qui, lorsqu'ils rentrent dans ces personnes-là, quand ils rentrent dans une période de stress, elles vont avoir tendance à penser que c'est quelque chose de mauvais qu'ils vivent et qu'ils ne doivent pas vivre ça. Et c'est dans leur manière de percevoir le stress que la réponse physiologique au stress va les amener à avoir des vaisseaux sanguins qui sont plus contractés, mmh, et qui, à long terme, quand on garde ça de manière chronique, à long terme, ça va amener vers des maladies cardiovasculaires. Je mets vraiment je tire l'attention sur le fait qu'on n'est pas tous pareils parce qu'il y a ce groupe de gens, et puis il y a l'autre groupe de gens qui, soit naturellement ou soit par travail sur soi, moi je fais partie des gens qui ont travaillé sur soi pour changer de perception sur le stress. Ce sont des gens qui aiment l'aventure, ce sont des gens qui aiment l'inconnu, ça les stimule, ils adorent ça, ils aiment bien partir un peu à explorer des choses qu'ils n'ont pas connues. ouais, ouais. Ce groupe de gens, ils voient le stress comme quelque chose de: «C'est chouette, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer, voyons comment ça va se passer». Donc eux, ils sont pas dans le stress, ils sont pas dans la résistance Mmh. du stress, ils sont dans l'excitation de vivre, ils sont enthousiastes de vivre ce qui va venir, et cette catégorie de gens ne va pas développer la même physiologie dans les mêmes conditions. D'accord. On ne développe pas la même réponse physiologique, face au stress. Cette deuxième catégorie de gens,
ils vont avoir, dans un état de stress, nous tous, on a le cœur qui bat, ça c'est normal. Par contre, quand on fait partie du groupe de gens qui voient le stress comme un c'est chouette, c'est nouveau, c'est excitant, les vaisseaux sanguins restent dilatés. D'où le fait que c'est une physiologie qui est saine pour nous à long terme. Ça n'a rien à voir avec les maladies cardiovasculaires. Il y a des études qui montrent vraiment cette de différentes perceptions, ça amène vers des réponses physiologiques différentes et les risques de maladies et de décès face au stress concernent que le premier groupe. Les gens qui ne s'identifient pas au stress négatif, ce sont des gens qui, vont vivre le stress comme, dans un état physiologique qui est proche de la joie. La Oui, joie, oui, c'est un état je dans comprends, je lequel comprends. on a le cœur qui bat fort, mais on est dilaté, on est relax, il y a quelque chose d'ouvert et donc voilà, c'est vraiment il faut savoir de quel groupe je fais partie, déjà de s'identifier soi et de travailler sur soi pour que le stress, donc tout ce qui est inconnu, devienne quelque chose de: «Ah, c'est chouette, on va faire quelque chose de nouveau» et que ça soit comme un désir intérieur de vivre, ce qui va suivre par conséquent. Mais ça, on peut le développer. On peut être naturellement comme ça, un Mmh. aventurier naturel, comme on peut le développer. Moi, j'ai pas été naturellement aventurière. Faire des prises de parole en public à l'époque, ça crée suffisamment de stress pour Ouais. que je déteste ça et je Et tu le j'ai fais des très bien, hein. stress. Là, aujourd'hui, j'ai créé ce désir, cette envie et ce goût pour, l'inconnu, pour, l'incertitude et pour les états de stress parce que bon, il faut savoir, au début de chaque conférence, on est stressé, on vit cet état-là Mmh. et aujourd'hui, je suis, dans l'accueil de cet état, j'aime beaucoup le vivre et donc par conséquent, la réponse physiologique n'est pas pareille. Donc j'ai aucune peur de vivre du stress. Au contraire, à chaque fois, je sais que ça stimule mon cœur, ça le rend plus fort, ça me rend plus forte aussi. Donc voilà, j'invite déjà à avoir cette communication sur le stress, que ça fait partie de mes conférences. Il y a une des conférences qui porte que sur cet axe-là, de comprendre qu'en fait le stress, c'est pas le problème et de savoir comment se préparer quand on va traverser des moments de stress. Donc j'interviens très souvent, c'est un sujet très demandé par les entreprises. Ça, c'est important de transmettre cette information déjà aux employés pour qu'ils sachent comment ça fonctionne à l'intérieur de nous. Et à partir de là, il y a ce travail en individuel qui va se produire pour qu'on puisse s'approprier les états de stress et les vivre avec joie. D'accord, mais c'est intéressant, hein. Par contre, ça me suscite une question, c'est, tu dis effectivement pour ces gens qui ont j'utilise un mauvais terme, hein, qui ont ce mauvais stress, comment les pousser à aller vers, un travail personnel pour qu'ils puissent changer, en tout cas travailler sur leur, perception au stress? C'est assez intéressant, hein, mais Ouais. parce qu'on revient, c'est une sorte de chien qui se mord la queue, hein. Quelqu'un qui est résistant au changement, il va peut-être être résistant à vouloir, changer, à accepter le changement autrement. Comment est-ce que tu verrais la chose? Quels conseils tu pourrais donner? Il y a une partie très pédagogique là-dedans Ouais, parce que la personne, tant qu'elle n'a pas compris qu'on n'est pas ce qu'on croit être, hein, parce que la personne qui a peur du stress, elle n'est pas d'abord, elle n'est pas consciente qu'il y a ça à l'intérieur d'elle-même. Elle n'est pas consciente qu'il y a un choix à faire là-dedans. On pense que quand on est comme ça serait toujours comme ça. Je l'étais pendant ouais. 30 ans, donc je sais comment ça se passe en interne. Donc, moi, je ne croyais pas qu'on pouvait changer. Je ne pensais pas qu'on pouvait changer en changeant une perception sur quelque chose qu'on pouvait complètement avoir un comportement, une physiologie différente. Aujourd'hui, je vois à quel point on est puissant à l'intérieur de nous. Chaque être humain a énormément de ressources, énormément de potentiel à activer en interne pour pouvoir complètement changer de comportement, d'identité, de manière de se comporter. Et donc, la première partie, face à quelqu'un qui est un peu noyé dans Ouais. la vague du stress, cette personne-là, elle a besoin de pédagogie d'abord, de comprendre que on n'est pas obligé de rester dedans, d'accord, on admet qu'il y a cet état-là. La toute première étape, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'accueillir l'état, de Ouais, mettre c'est des ça, mots ouais. sur l'état émotionnel. Accepter qu'ils puissent, Voilà, être stressés l'autoriser. à Voilà, l'autoriser d'être comme elle est la personne et ensuite on peut la pousser à aller voir plus loin. Déjà, la partie pédagogique est indispensable pour lui expliquer comment ça fonctionne à l'intérieur de l'être humain, à l'intérieur de notre cerveau, pour qu'elle puisse voir qu'elle a un choix. Donc la première des choses, c'est qu'il faut que lui crée cette sensation, il y a un choix, tu n'es pas obligé de rester comme tu es, il y a autre chose qui est possible pour toi. Donc d'ouvrir la possibilité du changement et ça se passe, avec de la pédagogie où on peut pousser la personne à conscientiser tout simplement son état et quelles sont les conséquences si je reste dans cet état-là. Si je suis dans un état de stress, là maintenant si on est parti pour un changement sur 2 ans,
Si tu Ouais, restes dans cet état de stress sur 2 ans, qu'est-ce que ça va te faire? Quelles sont les conséquences pour toi? Il y a besoin que la personne, à l'intérieur d'elle-même, conscientise qu'est-ce qui va se passer si elle ne change pas. Donc c'est un des moteurs du d'accord. changement individuel, c'est: «J'ai plus envie de rester là-dedans. Dites-moi ce qui est possible». Donc c'est faut que la personne devienne proactive dans sa Ouais. propre recherche de changement et que c'est elle qui revient par la suite en essayant de voir les choses différemment, en écoutant des choses. Et donc, il y a d'un côté, il y a qu'est-ce qui va se passer si tu ne changes rien et que tu traverses la période du changement pendant 2 ans? Et puis, de l'autre côté, il y a qu'est-ce qui va se passer si tu voyais les choses différemment? Donc là, on crée une vision Ouais. attirante, qui donne envie à la personne, et on peut lui dire: «OK, tu réagis aujourd'hui comme ça», et on peut donner un exemple de quelqu'un d'autre qui est exactement dans la même situation, va réagir à l'opposé, et on lui donne tous les éléments de ce que ça fait si on réagit à l'opposé. Alors, si je voyais les choses différemment, je serais peut-être excitée de faire ça, je serais peut-être proactive à faire ça, je parlerais peut-être différemment, je chercherais des stratégies pour proposer à mon manager pour que le changement se passe mieux, et on lui crée cette vision potentielle de elle-même, mais en mode, je regarde pas le stress comme quelque chose de nocif que je cherche à éviter, mais je regarde des choses comme quelque chose qui me permet de m'améliorer. Donc je deviens une meilleure personne, une meilleure, j'améliore mes compétences grâce à cette période challengeante qu'on traverse, et on lui donne du goût, pour vivre, ce changement, parce que la vision finale, la vision de la personne qu'elle va devenir suite à en traversant tout ça, c'est la personne qui a plus de confiance, plus de compétences, qui parle différemment et qui vit les situations de stress au-delà du travail, les situations du stress de quotidien, elle les vit différemment. Donc voilà, soit je mets suffisamment de conscience sur les inconvénients qu'il y aurait, qu'on reste, dans cette résistance et dans ce stress, ou soit je crée la vision suffisamment attirante pour que par la suite, la personne, elle ait envie d'aller vers cette Ouais. nouvelle version d'elle-même. C'est presque un jeu de séduction là, c'est Voilà, c'est ça. Mais il faut vendre l'idée du changement. ouais, On je est dans un processus de rendre l'idée attirante, l'envelopper comme il faut, dire quels sont les bénéfices de cette idée à long terme, bien sûr. Et il faut beaucoup insister parce qu'il faut savoir que notre cerveau, il voit clairement les avantages d'une chose à court terme, mais oui, quand ce sont des avantages à long terme, pour notre cerveau, c'est abstrait et c'est flou. Et donc, il y a vraiment besoin de rendre ces avantages palpables, réels, les répéter. Des fois, ça passe par la ouais, répétition pour qu'on puisse y croire davantage. Mais il faut que la vision du futur, même si elle est éloignée, elle soit de plus en plus concrète, forte, dense et qu'on la ressente dans le présent, qu'on la rapproche parce que plus je sens que c'est quelque chose qui est possible, plus je vais pouvoir adhérer à ça. Mais voilà, il y a vraiment besoin de rendre les choses plus faciles pour notre cerveau pour qu'il puisse y croire que oui, oui, il y a vraiment ces bénéfices-là. Parce que sinon, il voit très bien à court terme quels sont les bénéfices de ne pas changer. oui, Ça, ouais, c'est c'est pas ça, ouais. bon. C'est très intéressant et justement ça fait transition avec, une réflexion que j'ai là. Là, on parle beaucoup d'un individu, mais si on ramène ça à l'ensemble d'une entreprise Mmh mh. qui opère un changement stratégique par exemple, et voilà, aucune entreprise dans le monde ne peut se permettre d'approcher, chaque individu, Mmh. et au niveau de chaque collaborateur, Mmh. sans parler des clients, des fournisseurs et autres parties prenantes. Mmh. Mmh. Voilà, alors peut-être que tu as pas de réponse, mais j'ai une question. À l'échelle d'une entreprise, comment est-ce qu'une entreprise peut appréhender cette conduite du changement? Parce qu'elle ne peut pas aller voir chaque individu et faire ce que Mmh. tu dis, hein, Oui. avoir une écoute active, lui donner du sens, et construire dans le temps. Voilà, et à l'échelle d'une entreprise, est-ce qu'il y a une stratégie ou quelles sont les stratégies et conseils que tu pourrais donner? Oui, 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 j'entends bien, pour toucher le maximum de gens, c'est bien Exactement, ça. ouais. C'est pour avoir, alors, il y a pas de miracle, encore une fois, Ouais, là-dedans, hein. C'est, la toute première des choses que j'ai déjà vues, dans plusieurs entreprises et qui est indispensable pour chacune des entreprises, c'est d'avoir un leader qui porte la vision du futur. Il faut que la personne, le CEO de l'entreprise, le président de l'entreprise, soit celui qui d'abord lui-même, il intègre la vision du futur, et quand je dis intègre, c'est la culture, parce que souvent on parle aussi d'instaurer la nouvelle culture mmh, de l'entreprise. Il faut qu'il y ait au moins un exemple, quelqu'un qui porte cette vision-là, la vision du futur, et qui est déjà dans le présent. Donc plus cette personne, le leader de l'entreprise, lui-même, il incarne, il donne l'exemple de ce qu'on attend des employés, plus on a des chances de transmettre cette culture. Il faut que quelqu'un la porte en premier, et comme le leader, c'est celui qui a le plus d'impact,
Ça démarre par lui. J'ai en tête le Microsoft comme exemple, Ouais. avec le changement de président et depuis que le dernier président est là, on le voit dans des vidéos en interne. Il y a des vidéos avec le président qui circulent, qui parlent de la vision, qui parlent de comment Microsoft va se développer, qui parlent de cette attractivité qu'ils vont gagner sur le marché, qui parlent de qui rend vraiment l'entreprise, il la rend beaucoup plus jolie avec la vision du futur. D'accord, Et il parle au quotidien, il y a des vidéos qui circulent, il va faire des interventions auprès des employés, des conférences qui vont être enregistrées. Et donc, c'est lui le porteur de la vision et il l'intègre, il l'incarne, on sent que ça, c'est aligné avec lui-même. C'est très, très important que le président soit aligné avec la vision. Ça, c'est le premier élément indispensable. Si on n'a pas ça, c'est très difficile de convaincre les autres parce que voilà, c'est le président qui porte en premier l'entreprise. j'essaie de trouver la vidéo je mettrai, en Oui, en ça peut être lien, intéressant, ouais. Ça peut j'ai être très, très intéressant. En plus de ça, voilà, c'est quelqu'un de charismatique. Il a développé sa capacité de communiquer, de donner désir aux gens. Donc, c'est la première personne qui va amener le changement. Après, un changement de culture, c'est un peu comme si on changeait de nationalité. C'est presque comme si on changeait de pays. C'est énorme. Alors, mmh, c'est énorme et il faut accepter aussi que tout le monde ne va pas adhérer. Ça, c'est normal aussi. Tout le monde ne va pas adhérer. Il va y avoir des gens qui vont quitter l'entreprise. Ça aussi, ça fait oui, partie du jeu. Et c'est OK. Et aussi avoir une démarche de renouveler les équipes, ça peut être aussi une bonne démarche dans le cas d'un changement de culture, pour que les nouveaux qui arrivent, qui sont recrutés sur la base des nouvelles valeurs, qui lors de l'entretien d'embauche vont être sélectionnés sur les nouvelles valeurs de l'entreprise, puissent être des vecteurs déjà de ce oui, changement. Parce qu'un changement, il opère à partir du moment où il y a un seuil, un nombre de gens suffisant qui portent la nouvelle vision et la nouvelle version des collaborateurs. S'il y a déjà une partie des collaborateurs qui amènent ça, ça serait beaucoup plus simple. Plus on garde les structures, le fonctionnement, les équipes comme elles étaient avant, plus ça rigidifie la pensée et les comportements sont rigides. Et changer des comportements au niveau global comme oui. ça va demander de la dynamique, ça va demander de faire rentrer de nouvelles énergies, un nouveau fonctionnement. Et donc, des fois, renouveler les équipes, ça peut être très, très, une bonne stratégie pour justement amener ça. Après, une troisième stratégie peut être d'avoir des ambassadeurs du changement, d'avoir des gens à qui on s'adresse en particulier, qui vont avoir des formations, qui vont avoir l'occasion de pratiquer l'incarnation de ces valeurs, des nouvelles valeurs de l'entreprise en amont, pour qu'on puisse, ces personnes-là, par la suite, les utiliser comme des vecteurs de changement au sein des équipes et en termes d'exemples de comportement aussi, des gens qui amènent cette nouvelle identité. En fait, le but, le changement, il est atteint lorsque tout le monde s'identifie à l'identité, à la nouvelle identité de l'entreprise. Donc, on aligne l'identité des collaborateurs, les valeurs des collaborateurs s'alignent sur les valeurs de l'entreprise. Donc voilà, c'est trois idées, trois axes principaux, je pense, qui sont importants Mmh. d'intégrer dans cette démarche-là. Il y a plein, plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais Oui, pour toucher le j'imagine, maximum ouais, de gens, ça serait passer par ça. ouais. Et beaucoup, beaucoup de communication en interne, hein, une communication efficace qui porte sur une belle vision du futur, qui donne envie et puis qui traite les objections aussi que les gens puissent avoir face au changement. D'accord, ouais, donc ouais, à l'échelle d'une entreprise, c'est vraiment il faut vraiment une organisation dédiée, hein, pour Mmh mh. accompagner, et transmettre et véhiculer, ce changement. Ah non, c'est Exact. très, très intéressant. Je pense qu'on peut en parler pendant des heures, C'est vrai. c'est vrai que dans notre temps imparti, on ne pourra pas tout aborder, mais ça serait une bonne occasion, pour développer d'autres échanges par la suite, Mmh mh. des gens qui nous écoutent. Justement, on s'approche peu à peu de la fin Mmh de mh. cet échange très riche, hein, et je pense qu'on peut en parler effectivement pendant des heures. Néanmoins, pour essayer de finir et puis, hem, peut-être donner des perspectives aux gens, est-ce que tu as des livres, des vidéos, des chaînes YouTube, incluant la tienne, que tu pourrais Mmh. conseiller sur, bon, outre le fonctionnement du cerveau, mais en lien également avec, bon, la résistance au changement ou accompagner et développer ses équipes, est-ce que tu as des médias que tu pourrais conseiller? Là, je vais te laisser plutôt toi répondre à cette question-là. J'ai c'est les sources que j'utilise, c'est des sources de neurosciences que moi j'adapte aux interventions. Donc
La neuroscience en soi, si je te donne des références de livres Ouais, qui parlent du cerveau ou des vidéos qui parlent du cerveau, ça ne suffit pas parce que c'est juste de l'information en interne de comment ça fonctionne. Moi, ce que je fais, ouais. c'est que je transforme cette information en quelque chose de pratique que je propose aux gens comme des outils, dans des formations ou dans des workshops. On fait des fois conférences plus ateliers derrière pour qu'on puisse, s'approprier les outils. Ça passe beaucoup par la pratique. Donc voilà, je peux donner ces références de livres en neurosciences, mais je Oui, mais pense ouais, que ce ne serait pas le plus utile. ouais, Donc est-ce que effectivement. toi, tu as quelques références à conseiller Ah, justement? tu me rends très très belle gymnastique. Mais c'est c'est très bien. Oui, alors moi j'en ai 2 hein, alors Mmh mh. c'est un peu des bibles dans l'industrie et alors c'est pas spécifiquement, sur la conduite du changement, mais il y en a dans des histoires. Alors c'est des histoires d'entreprise, hein. Il y en a un qui s'appelle Le But Mmh. de Goldratt, qui parle effectivement une entreprise qui alors je fais très simple, hein. Mmh. Et il y a un responsable, donc d'atelier qui va trouver différentes manières de rendre plus productif, Mmh mh. Mmh mh. Mmh. il y a des Ça acteurs autour de ça, donc c'est très riche mmh. et un autre, qui est une sorte de suite de ce livre qui est Le But. Donc le deuxième livre, que je pourrais proposer, aux gens qui nous écoutent, ça s'appelle Vélocité, hein, donc de Guy Jacob, qui est, un livre, moi que je c'est un peu la suite, hein, du But. Mmh mh. Un peu pareil, hein, une entreprise qui doit se faire racheter, et il y a une personne qui est désignée, pour relever l'entreprise. Donc elle fait Mmh. face, durement, hein, à de la résistance au changement, à des conflits, dans son équipe, et on voit dans le livre comment elle arrive à donner du sens, voilà et c'est très intéressant, ça fait beaucoup de liens avec, tout ce que tu viens de dire sur donner du sens, montrer ce qui peut aller par la suite, Mmh. voilà et c'est très intéressant donc alors je vais pas trop en dire sinon les gens ne vont pas le lire. Donc Mmh. 2 livres, Le But de Goldratt et Vélocité de Guy Jacob. Je mettrai en lien également, hein, donc c'est très intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Et en t'écoutant, j'ai eu un Heu, livre qui est venu oui. vers moi. C'est Ah! un livre qui est intéressant du point de vue de si je suis par exemple un manager et que j'ai des gens qui résistent au changement, des outils, là du coup c'est du pratique, hein, c'est pas des neurosciences Mmh. directement. Donc le livre s'appelle «Du désir au plaisir de changer» et c'est Françoise Kourilski qui a écrit ce livre. J'ai trouvé qu'il Je est mettrai en lien également. très, très bien expliqué. Donc là, il y a toutes les approches de communication souvent, de comment, face au changement, aux résistances du changement, de créer, voilà, du plaisir à changer, du désir à changer aussi. Donc je te laisse, OK, mettre le lien, ça pour les marche. gens qui veulent, De Françoise Kourilski. voilà. C'est ça, OK, bah, je mettrai en lien pour les gens, ça va être intéressant, ouais, ça marche. Alors tu m'as posé une question, et est-ce que tu as une autre question à me poser, plus générale, hein? Bah, oui, que je t'ai posé des questions pendant, quasiment 1 heure là, est-ce que toi tu as une dernière question à me poser? Bien sûr, j'ai toujours des questions. Ah! Moi, la question que je voulais te poser, comme on est, dans la thématique résistance au changement, je voulais te Oui. poser la question, d'après toi, hein, quels sont les facteurs qui t'aident peut-être toi le plus ou qui, dans tes accompagnements, qui aident le plus à changer, avec du plaisir? Moi ou, les gens avec qui je travaille ou avec qui je suis en interaction? De base, je voulais te poser la question dans tes situations de changement, quand toi tu as OK, vécu d'accord. des moments de changement, quels étaient les facteurs qui t'ont le plus aidé, OK. toi, à traverser la période? Alors, quand tu parlais des 2 types là, des gens qui prennent le changement, comme de la joie et d'autres qui prennent ça comme du stress, moi je suis dans la 1re catégorie, à savoir, quand tu parlais de gens qui aiment aller vers l'inconnu, aller en aventure et cetera, bah, moi je suis complètement dedans. Voilà, je pratique quelques sports extrêmes, je fais du parapente, je fais de l'escalade, je pratique un sport de combat, je fais de la moto. Mmh mh. Et en fait, tout ça et enfin, moi, je n'ai pas peur du changement, au contraire, je cherche ça. Je cherche Mmh. ça et autrement, c'est sans me jeter des fleurs, hein, je pense pas que j'ai comment dire? Une résistance qui fait que je suis en opposition, au point de ne pas vouloir évoluer ou changer. Mmh Au mh. contraire, donc hem, c'est dur à dire, hein, c'est vrai que ta question, elle arrive à point, mais je ne vois pas résister à un point où, je ne veux pas faire, je ne veux pas évoluer, je ne veux pas. Voilà, c'est donc moi je pense que j'ai une certaine, ouverture à ça, Mmh mh. peut-être alors je ne sais pas comment c'est arrivé, en tout cas
il faudra refaire toute ma psychologie, et mon éducation. Néanmoins, moi, je cherche ça. J'ai tendance à chercher cette aventure. Voilà, je n'ai pas peur effectivement d'aller chercher ces je parle de risques ou ces aventures, voilà, moi je pense, alors je réponds comme ça, je cherche un peu mes mots. Je pense que c'est par une éducation et un apprentissage depuis que j'étais tout petit, donc depuis plus de 30 ans, Mmh où, mh. justement j'ai tout cherché, toujours cherché à faire, à chercher l'inconnu, à découvrir, et je pense que ça a développé, cette partie où je ne stresse pas face au changement. Mmh mh. Mmh mh. Voilà. Donc toi, le conseil serait de développer de plus en plus cette, attitude face au changement comme quelque Ouais, chose c'est ce qui que tu nous disais un petit peu, hein, effectivement, de développer, cette aptitude à chercher un petit peu l'inconnu, hein, mais pas Mmh mh. forcément dans le cadre de pro, mais parfois, juste aller faire un voyage. Alors c'est très basique ce que je te dis, mais partir au fin fond du monde, dans un pays où on ne parle pas la même langue, on ne Mmh connaît mh. personne, où il n'y a pas les mêmes moyens de communication, c'est peut-être très intéressant Mmh mh. pour, casser un petit peu cette distance. Moi, j'ai un autre exemple, hein. Hem Quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais jeune ingénieur, on m'a envoyé, 3-4 mois au Mexique, quasiment du jour au lendemain pour, bon, Mmh mh. lancer une ligne de production, hein. Je ne parlais pas la langue, Mmh mh. je ne connaissais personne, j'avais pas d'expérience, mais moi j'ai adoré. Je pense que c'était une des meilleures, expériences professionnelles et Mmh. personnelles que j'ai eues. Mmh mh. Mmh mh. Parce qu'on arrive là-bas, ben, il fallait travailler, il fallait rencontrer des gens, il fallait parler avec des fournisseurs, voilà, j'étais dans un cadre professionnel. Néanmoins, moi, j'ai adoré pouvoir, vivre cette expérience parce que, hem, je ne sais pas si j'ai développé à ce moment-là, mais en tout cas, je n'ai pas eu peur d'y aller, Mmh mh. Mmh mh. voilà, OK, super, 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 beh, voilà, super. effectivement, je rejoigne cette attitude. Moi, j'ai appris à le faire, c'était pas naturel chez moi, j'ai appris à le faire, donc c'est possible pour chacun de nous, de vous, de développer cette attitude qui est utile et je suis beaucoup dans ce principe Ouais, utile. On cherche pas à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Je sais tout simplement que si je change ma perception du stress, ça serait utile pour moi et donc je le fais. exactement, ça marche. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Biliana, pour cet échange, et c'était un honneur, encore une fois, de t'avoir, hein, parmi nous, Avec mais merci à vous toutes et tous, de nous avoir écoutés, hein. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Biliana, sur LinkedIn, hein. Je vous mettrai plaisir. son lien, de son profil sur le post, et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement. Bah, merci Biliana, passe une bonne Avec journée. plaisir. Merci beaucoup. Belle journée à vous tous.